Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter la 3e édition de Entre nous soit dit, une 3e édition qui s'inscrit déjà dans une lignée puisque les 2 premières émissions de notre télévision connaissent un grand succès, on peut les voir en permanence et déjà il y a un public considérable qui s'est porté sur Reichmann TV et sur cette émission en particulier et j'en suis particulièrement heureux car ça n'était pas gagné d'avance d'une part, même si on peut considérer que l'absence de débat au cours de cette élection présidentielle est évidemment un facteur de curiosité pour tout ce qui peut se faire d'autre. Donc cette 3e édition de la série Entre nous soit dit a pour invité le professeur Jean-Paul Escande. Jean-Paul Escande est un éminent médecin, ce qu'on appelle un mandarin, et il n'est pas que cela, car c'est aussi un extraordinaire pédagogue, et chose extraordinaire, il n'est pas que le pédagogue des médecins, il est aussi le pédagogue de tous ceux qui sont appelés à devenir un jour ou l'autre les clients, les patients, les affidés des médecins. Jean-Paul Escande, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes, comme je l'ai indiqué, un pédagogue indispensable, car aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait extraordinaire. Un des plus grands problèmes qui se posent à la société française, c'est tout de même la santé et le système médico-social. Or, dans la campagne électorale, jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais assisté à un débat sur ce thème. Heureusement que vous êtes là et que nous pouvons faire cette émission ensemble, car nous savons bien que ces problèmes qui sont énormes et qui vont se poser, non pas seulement à la France, mais à l'ensemble du monde développé, et même sous-développé, mais dans d'autres conditions, sont vraiment ceux que l'on ne peut pas éviter. Donc ne nous faisons aucune illusion. La campagne passée, les problèmes ressurgiront, et du moins aurons-nous, je l'espère, apporté quelques pistes de réflexion. Alors j'aimerais tout de suite montrer à nos téléspectateurs votre dernier ouvrage, L'Anti-Manuel de médecine, un livre vraiment phare. Je le dis sans aucune espèce de flatterie, je crois vraiment que c'est un livre très très important qui apporte sur la médecine et sur les rapports de la médecine et de la société et sur le financement de l'ensemble des problèmes de santé des éclairages absolument nouveaux. Alors, explication, pourquoi l'anti-manuel de médecine? Seriez-vous devenu anti-médecin? Alors, justement, c'est pas le manuel de l'anti-médecine, c'est l'anti-manuel de médecine. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu effectivement informer le public, tout le monde, de ce que devient l'entreprise médicale dans le monde dans lequel nous vivons et qui est un monde qui a totalement changé de A à Z. On était passé de la société agricole à la société industrielle, ça s'était pas passé simplement. On est passé ensuite en société industrielle d'une récompense du mérite à une sollicitation folle de l'envie. C'est ce qu'on a appelé la société de consommation. Consommez en fonction de vos envies, dites oui à vos envies. C'est un des slogans les plus connus. Et maintenant, on est en train de passer dans la société informationnelle, où la maîtrise de l'information devient ce qui est au-dessus de la production industrielle et de la consommation. Donc, la maîtrise de l'information est décisive. Cela va à une époque où, grâce à des progrès fantastiques, inimaginables, on peut condenser l'information sous un volume minuscule. C'est quand même extraordinaire. Non, c'est fou, si vous voulez. Quand je regarde, quand je me promène, d'ailleurs j'en ai un dans mes poches, avec une clé USB, et que je me dis là, j'ai les 10 derniers livres que j'ai écrits, plus quelques articles que j'ai pondus, plus, et que ça tient là-dedans, on aurait dit ça à Napoléon, à Louis XIV, ou à Louis XVI, ou à Napoléon III, ou à Émile Loubet, ou même au général de Gaulle, c'était impensable. Il n'y a que les réducteurs de tête qui auraient pu éventuellement y trouver leur compte. Exactement. Donc on vit ça. On vit un domaine où toute l'information est disponible. Ça pose des problèmes gigantesques et ça pose des problèmes réels en matière de santé. D'une part, on peut informer d'une façon extraordinaire, mais d'autre part, on a l'air d'oublier que pour absorber l'information, il faut avoir là-dedans ce que Pierre Auger, le grand physicien, avait appelé un modèle pensé,
Et cette espèce de truc qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qui est capable de lire l'information qu'on nous donne et de la traiter. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre l'esprit, la conscience, la mémoire, l'âme. On ne sait rien de tout ça au fond, sinon qu'on sait parfaitement que ça existe. Nous avons, quand nous lisons un journal, quand nous voyons un film, quand nous écoutons des individus, quand nous regardons Internet, nous avons quelque chose en nous qui prend connaissance de l'information, qui la trie, qui la rapporte à ce que nous connaissons déjà. Bon. C'est indispensable. Or, en médecine, on fait comme si, en prenant connaissance de l'information, on pouvait immédiatement comprendre de quoi on souffre personnellement. Mon idée, mon pari, c'est que il faut se faire une tête médicalisée et qu'on se mette en tête le modèle, ce qui permet de traiter l'information et qui, alors à ce moment-là, permettra de bénéficier de l'information. En clair, et pour me résumer en 2 mots, il y a un déluge d'informations, je considère que c'est un bienfait, à la condition, c'est qu'on soit capable de traiter cette information. Et donc, il faut créer dans l'esprit des individus de quoi dominer l'information qu'ils reçoivent. Oui, mais on pourra vous objecter que le malade potentiel n'a pas les structures de connaissances nécessaires pour interpréter, et d'autre part, on peut vous dire aussi, mais vous êtes en train de casser la baraque, et le médecin, il va devenir quoi dans votre histoire? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça, et évidemment, et c'est effectivement la bonne question. Eh bien, je veux que le patient, allant chez le malade, soit comme un très bon supporter. Allant chez le médecin. Allant chez le médecin, vous voyez. Sinon, ils sont en visite l'un à l'autre. Allant chez le médecin, soit, et la tête aussi bien faite, qu'un grand supporter de football, de rugby, de basket, du sport que vous voudrez, et qui va voir le match en connaissant très bien les règles du jeu. Si il se prend pour l'arbitre ou pour un joueur et qu'il descende sur le terrain, ce sera une catastrophe. Mais s'il ne connaît pas les règles, il ne peut pas participer au plaisir collectif. Sinon, en regardant vaguement des gens s'agiter, c'est toujours amusant. Mais en fait, ce dont a besoin le patient, pour profiter à fond, si j'ose dire, du jeu médical, pour le décortiquer, pour le comprendre, c'est de connaître les règles. Or, à l'heure actuelle, la faculté de médecine l'apprend à peine aux médecins, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, et plus du tout au public. On a l'impression que le médecin est une sorte de mécanique qui écoute ce qu'on lui dit, qui convertit immédiatement ça en examen à faire, et une autre machine, à partir des résultats des examens, va donner le traitement. C'est le contraire de ce qui se passe et c'est le contraire de ce qu'attendent les patients. Les patients, ils ont envie qu'on leur explique pourquoi on fait ce qu'on fait, de quoi ça témoigne, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc, ils ont besoin de la technique, ils ont besoin du savoir médical, mais ils ont besoin du mode d'emploi et ils ont besoin de comprendre. Et voilà. Donc, il me semble qu'à l'heure actuelle, avec en plus cette énorme masse d'argent qu'on leur prélève pour faire de la santé gratuite. La santé gratuite, ça coûte cher, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et à partir de ce moment-là, il faut connaître les règles du jeu, sinon, véritablement, on prend les usagers de médecine pour des consommateurs banals de médecine, c'est-à-dire pour des gens auxquels on dit « paye, tais-toi et après laisse-nous faire ». Alors, il y a dans votre livre un exemple qu'on peut vraiment ramener à l'actualité et qui illustre une thèse qui vous est familière, c'est-à-dire le fait que la médecine est devenue une médecine presque mécanique. Analyse, vous venez de le dire, divers ordinateurs se mettent en marche et on trouve un diagnostic. Or, il ne reste plus grand-chose du sens clinique. Et vous donnez l'exemple d'un candidat à l'élection présidentielle, dont vous ne donnez que les initiales, un garçon très stressé manifestement,
qui souffre un beau jour d'un mal mystérieux, en tout cas il s'affale sur le volant de son automobile, on l'hospitalise, et tous les grands professeurs de médecine, vos camarades, n'est-ce pas, sèchent lamentablement sur son cas, après avoir évoqué bien entendu toutes les possibilités, et c'est un jeune étudiant en médecine qui finalement, s'approchant de lui, trouve le diagnostic. Alors, est-ce que ça n'est pas quand même extraordinaire, ou est-ce que c'est un vœu pieux? C'est une histoire vraie qui m'est arrivée à moi. Ah bon? C'est autobiographique. Bon. Et j'avais fait dans ma toute jeunesse médicale un diagnostic de maladie de douve du foie chez un malade qui était hospitalisé, et j'ai eu l'idée de le remettre. Je crois que il y a des choses qui crèvent les yeux, mais encore pas toujours. Quand vous cassez une jambe, vous cassez une jambe. Mais dans les minutes qui suivent, dans la demi-heure qui suit, souvent l'appareil de radio n'est pas au bord du trottoir. Quand les pompiers arrivent, ils connaissent bien leur truc. Quand le SAMU arrive, ils connaissent bien leur truc. Mais quand même, il y a toute une partie où le SAMU n'arrive pas tout de suite, où les pompiers n'arrivent pas tout de suite dans notre beau pays, la France. Il y a donc, pour le médecin, une nécessité de bien savoir son métier, et on arrive, lorsqu'on connaît bien son métier, lorsqu'on sait bien interroger le corps malade pour le faire parler, c'est pratiquement du travail de juge d'instruction ou de Sherlock Holmes. On fait parler le corps qui ne veut pas parler, et on arrive à connaître énormément de choses. Et alors, c'est en fait ce qu'attend le patient. Parce que le corps entre les mains, il sait ce qu'il souhaite. Il souhaite qu'on l'examine. Les gens disent, il ne m'a même pas ausculté. Pour dire, on ne m'a même pas examiné. Mais je comprends très bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on va voir le médecin, on a besoin d'un contact personnel, et on a besoin qu'il mette la main au corps, et qu'il s'en occupe, et qu'il se préoccupe. Et pas qu'il soit le servant de ses appareils, et que bientôt, il n'y aura même plus de médecin, il y aura une voix artificielle qui dira « Dites-moi de quoi vous souffrez en articulant bien. » Bon, alors, et vous direz « Mal à la tête. » Voilà. Et puis, il y aura immédiatement l'information sera traitée. Je vais vous dire, c'est pas ça que veulent les gens. Les gens veulent être bien soignés, mais ils veulent être bien soignés par un humain. Il y aura quelques personnes asociales qui préféreront être pris en charge par une machine, mais dans l'immense majorité des cas, quand on est malade, on n'est pas malade que de sa maladie, on est malade de l'angoisse qui accompagne la maladie, on est malade des conséquences sociales de sa maladie, et on a besoin de parler, et ça, on ne le fera pas avec une machine avant longtemps. Alors, l'étudiant en médecine que vous étiez avait donc diagnostiqué un cas qui ne relevait pas d'une pathologie extraordinaire, mais quand même extraordinaire dans la mesure où la douve du foie n'est quand même pas aussi fréquente. Et pour rappeler donc votre diagnostic, la personne en question souffrait en effet de toute une série de maux, et vous aviez observé qu'il y avait sur sa peau un syndrome tout à fait particulier qui laissait une trace. C'est ça, quand vous faites ça avec l'ongle, il ne se passe rien sur l'instant, juste une toute petite, et puis en 2 minutes, vous avez une grosse barre, urticaire, factice, comme disent les anglo-saxons. Et qui ne dure pas très longtemps. Qui ne dure pas très très longtemps, qui va durer 1 heure ou 2. Et alors, quand vous écrivez douve avec votre ongle sur le dos ou sur la main, on voit rien. Et puis, en 2 minutes, vous voyez douve apparaître en grosses lettres d'urticaire. Alors, nos téléspectateurs peuvent essayer tout de suite, si ça marche. Il y en a certainement quelques-uns qui ont un dermographine, c'est une maladie assez répandue. Alors, il y a d'autres causes que la douve du foie. Oui, enfin, terminons quand même sur la douve du foie, puisque il faut que tout le monde soit bien informé. Vous posez la question, votre personnage pose la question à son patient, avez-vous mangé du cresson? C'est ça. Il dit oui, et voilà. Oui. Et ça m'est le voilà guéri. C'est ça, parce que tout d'un coup, il a mangé du cresson, il a ça, il a ces troubles bizarres, donc c'est une dystomatose hépatique, c'est-à-dire une maladie due à la douve du foie. Et alors à ce moment-là, vous savez, c'est très étrange, parce que les gens disent, il y avait tous les symptômes. Et oui, mais les symptômes, ils ne font du sens qu'à partir du moment où on a la bonne idée. À ce moment-là, tout devient clair, tout devient simple. Mais c'est comme les courses de chevaux. L'arrivée paraît tout à fait logique après l'arrivée. Avant,
Ça a ruiné quelques parieurs. Alors donc, cet exemple pour dire que cet ouvrage que vous venez de publier est très vivant et en même temps donne énormément de pistes de réflexion. Et puis, évidemment, il se consacre beaucoup aussi au financement de la médecine et de la protection sociale. Et là, je dois dire que vous avez fait un ouvrage très complet, vous avez fait appel à différentes sources d'information et de réflexion. Et au fond, ce qui se dégage de votre ouvrage, c'est qu'il est normal que la médecine coûte cher et que ça ne va pas cesser. La médecine va coûter de plus en plus cher, parce qu'il y a 3 aspects dans la médecine. 3 aspects. La maladie, la santé et le bien-être. Pendant très longtemps, la médecine, ça a été la maladie. Maintenant, les gens viennent pour devenir ou rester en bonne santé et viennent demander le bien-être. Alors j'insiste beaucoup, parce que je me suis occupé pendant 10 années de la lutte antidopage, sur le fait que la lutte antidopage est ce qu'espère le moins le public, qui espère au contraire que d'ici quelques années, on aura trouvé un dopage généralisé, applicable à tout le monde, permettant d'augmenter les performances intellectuelles et d'augmenter sans risque les performances physiques. Alors c'est une cause perdue, alors, la lutte antidopage, si vraiment l'opinion C'est-à-dire publique que en est là. la lutte antidopage, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est une tentative éperdue pour se dire l'être humain est quand même formidable. Et les gens qui sont les plus formidables du point de vue physique peuvent y arriver par la seule puissance de la volonté. Et après, et dites-moi docteur, est-ce que vous pourriez me donner un petit quelque chose pour que je me sente plus costaud? C'est un rêve, la lutte antidopage pour les... J'en suis arrivé à ça, parce que, je vais vous dire quelque chose, ça fait 10 ans que je m'en occupe plus. Et très honnêtement, j'en ai un petit peu assez, la lutte antidopage. Or, on me demande sans arrêt de venir parler de ça. Moi, j'aimerais parler de comment réorganiser l'hôpital sur des bases nouvelles, comment reconsidérer les dépenses de santé. On me dit non, 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 on veut vous écouter sur la lutte antidopage. Or, on ne peut rien faire, et on ne fait rien, d'ailleurs, en dehors de vœux pieux. Bon. Je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai ce succès paradoxal dans un domaine qui ne m'intéresse plus beaucoup? C'est que ça taraude au fond de nous, tout le monde, qui a envie, d'une façon ou d'une autre, de pouvoir se surnaturer. Qu'est-ce qu'on entend dire sans arrêt? Je suis crevé, je suis fatigué, je suis stressé, ah j'en peux plus, ah j'en ai assez. Et si arrivait un bon docteur qui dise, prenez la petite pilule du bonheur, aucun danger, vous resterez totalement vous-même et vous serez en pleine forme. Mais on ne rêve que de ça. La vie est devenue tellement stressante. Vous voyez, l'autre jour, j'entendais un spécialiste du stress qui disait cette chose merveilleuse. Merveilleuse, il disait, le mot stress définit à la fois la cause d'un état, l'état lui-même et les conséquences de cet état. C'est très intéressant, je n'avais jamais pensé. Mais je peux vous dire que ça m'a marqué parce que c'est bien ça. Le stress est à la fois la cause, la conséquence et le phénomène lui-même. C'est très très intéressant. Et on n'en peut plus. Quand on imagine ce qu'était la vie bien ordonnée de quelqu'un avant, qui se levait, qui prenait son petit déjeuner, qui prenait ses pieds ou son vélo pour aller travailler, qui travaillait 4 heures, qui rentrait chez lui pour déjeuner, qui écoutait un peu les informations à midi, mais généralement pas, il lisait un tout petit peu le journal, puis il repartait au travail de 2 heures à 6 heures, c'était la semaine des 40 heures, il rentrait chez lui, il mangeait, il écoutait un peu la radio, il lisait un peu le journal, il discutait. C'était presque rien. Maintenant, du matin au soir, une avalanche de lettres, de missives, d'ordres, de contre-ordres, de trucs, et la banque, et tout, ça devient une gestion infernale. Je crois qu'on n'a pas la tête faite pour ça. Alors, pardon de vous interrompre, cette histoire de succès que vous avez avec la lutte antidopage, au fond, ça contredit toutes les règles actuelles de la société du spectacle. Parce que, vous savez, Michel Sardou disait que son père avait fait toute sa carrière avec aujourd'hui, Fernand Sardou, donc, oui. avec aujourd'hui peut-être et peut-être demain. La chanson, c'est oui, « Lapin me donne de la peine », vous connaissez vos classiques. Et il disait, bon, il a dû faire 30 ou 40 ans avec ça, et alors qu'actuellement, vous avez un tube, quelques semaines après, il est oublié. Exactement. Et vous avez un succès avec le dopage que vous ne chantez plus, si je puis dire. J'ai plus envie de chanter, mais on me bisse. Ah oui. Donc, alors, quelle est la raison? Est-ce que, vous dites que ça a marqué, c'est une première explication. Est-ce que la deuxième explication n'est pas dans le fait que les autres sujets que vous traitez sont terriblement plus compliqués
et qu'au fond le dopage, tout le monde se dit j'y connais quand même un petit peu quelque chose. Bien écoutez, là non plus, j'avais pensé à ça, mais je pense que c'est la très bonne explication. C'est que tout le reste, là c'est le plus immédiat. Je me sens pas bien, comment est-ce que je pourrais me sentir mieux? Et puis alors, il y a un rêve, c'est d'être un athlète très entraîné. Regardez d'ailleurs, ils ont besoin de rien prendre pour être en pleine forme. Et moi qui ne suis pas surentraîné, si je pouvais prendre quelque chose, je crois que c'est ça. C'est la préoccupation la plus immédiate, dans l'instant qui vient, comment est-ce que je pourrais être mieux? Alors, il y a un autre aspect de votre action qui commence à être bien connu maintenant. Bon, bien sûr, les arcanes de la médecine sont complexes, mais vous avez essayé de les expliquer au grand public. Alors, ça s'est traduit par votre irruption sur la scène dramatique, c'est-à-dire que vous avez joué au théâtre des pièces, si je puis dire, de vous, c'est-à-dire des spectacles qu'on pourrait qualifier d'assez librement joués dans la mesure où vous aviez toujours une marge d'improvisation importante. Et puis maintenant, vous allez nous en parler aussi, je pense, vous donnez une sorte de conférence de médecine au théâtre des Deux Ânes. Les Deux Ânes, évidemment, c'est pas forcément ce qui est le plus flatteur pour les carabins, mais enfin, c'est quand même très amusant. Et chaque samedi, donc de 14h à 15h30, au théâtre des Deux Ânes, sans boulevard de Clichy, on peut participer à l'auscultation théorique d'un malade. Exactement. Alors, j'ai commencé il y a 1 mois et demi, et je faisais à ce moment-là le lundi soir. Bon. Alors c'est très amusant, je faisais un cours de médecine, puis après je discutais avec la salle. Je faisais le cours sur scène, puis après je descendais dans le public, et je discutais. C'était extrêmement intéressant, parce que ça marchait très bien. Sauf, il y a 2 coups où je me suis planté. C'est les 2 fois où, au lieu de me croire sur la scène des Deux Ânes, je me suis cru dans un amphithéâtre à la Sorbonne, ou à Cochin. Or, il faut faire quelque chose en fonction du génie du lieu. Les gens, même les plus austères, qui arrivent au théâtre des Deux Ânes, ont envie qu'on les amuse. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui soit très amusant, tout en étant extrêmement sérieux et respectueux de la personne. Mais je raconte des histoires drôles au milieu de tout ça. Et puis, la discussion libre est vraiment étonnamment libre. Alors maintenant, à partir du 10 mars, je change, je le fais le samedi, qui est un meilleur jour, je crois, on va voir, de 14h à 15h30, et je commence par raconter une histoire à peu près vraie, où il y a toute une série de signes, alors chaque fois sur un sujet différent, le 10 ce sera la mémoire, hein, et je raconte une histoire vraie, et je dis voilà, comment est-ce que vous réagissez? Alors j'aurais remis un petit questionnaire avant, en disant réagissez à ces questions. Puis après je vais dire voilà comment réagit un médecin. Alors voilà ce qu'il sait, voilà à quoi il pense, voilà ce qu'il va faire, voilà déjà. Bon, maintenant je descends avec vous pour discuter. Comment est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui vous interroge là-dedans? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Qu'est-ce que vous trouvez scandaleux? Qu'est-ce que vous trouvez bien? Pour que, alors quel est le but ultime? C'est de faire que, justement, les usagers de médecine, j'ai pas dit les malades, j'ai dit les usagers de médecine, deviennent des gens qui connaissent bien les règles du jeu, la façon dont ça se déroule, et qui peuvent intervenir de façon créative. Et quand est-ce que c'est le plus important? C'est quand un malade revient de chez le médecin. Il faut que l'entourage soit capable de lui dire « Mais non, tu te fais des soucis, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Ah ben c'est ça qu'il a voulu dire. Vous voyez, c'est pas tellement le colloque singulier médecin-malade dans lequel je veux intervenir, encore que ça ira mieux si le malade comprend bien sa médecin, mais c'est surtout dans le ronron général sur la médecine où il faut dire que l'on écoute le président de la République ou qu'on écoute le clochard du Pont-Neuf, ils ont le même niveau de connaissance médicale qui est 0. Ça devient extrêmement gênant d'entendre parler, vous avez un groupe de personnes éminentes, intelligentes, ils se mettent à parler de médecine, ils ne connaissent pas le b.a.-ba. C'est embêtant. C'est très, 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 très embêtant. On dirait qu'ils font de l'humour à la Jean-Yann. Vous savez, Jean-Yann avait fait un article dans l'Os à Moelle où il partait dans le loufoque complet. Alors c'était Mozart était-il vraiment hydrocéphale? Alors oui,
parce que un jour, il jouait avec le petit Beethoven, et le père de Beethoven a dit à Mozart, Mozart, ne reste pas à côté du poêle, ta tête fume. Donc il était hydrogène. Bon, eh bien écoutez, je vais vous dire, c'est bon, alors, dans l'os à moelle, ça passait très bien, mais quand vous entendez des gens qui ont fait de grandes écoles, ou des gens qui n'ont pas fait d'école du tout, mais qui sont très astucieux, très intelligents, qui ont très bien réussi, tenir des discours médicaux qui sont au ras des pâquerettes, et même en dessous, vous dites, ce sera de la charité, socialiste ou chrétienne, comme on veut, que de leur dire, écoutez, on ne va pas vous faire honte, mais on se demande s'il ne faut pas hisser votre niveau de connaissance. Alors c'est particulièrement intéressant parce que dans une expérience précédente, théâtrale, vous avez bien sûr évoqué le personnage de Knock, qui est tout de même très emblématique de la médecine. Comme dans la première partie de cette émission, il ne nous reste pas beaucoup de temps, nous l'évoquons dans la seconde partie, mais je dois dire quand même que ce que vous venez d'expliquer, c'est vraiment de l'anti-Knock, parce que finalement, ce que vous expliquez aux Français, ou même aux autres qui parlent le français, puisque vous faites vos conférences dans notre langue, c'est que il n'y a pas un personnage qui trône dans l'empirée et qui va leur dire exactement ce qu'ils ont. Il y a un médecin qui parle à des patients, et ça, c'est quand même quelque chose de, j'allais dire, d'assez nouveau, même si c'est éternel. Mais j'accepte tout à fait. Ce que je fais, c'est de l'anti-Knock. Alors, je dirais juste que comme j'ai été baptisé sur les mêmes fonds baptismaux que Louis Jouvet, à l'église Saint-Martin, à Brive, il doit m'en être resté quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai vu votre spectacle au théâtre Mouffetard, qui était un spectacle vraiment passionnant, et j'ai vu, je suis un petit peu habitué quand même des salles de théâtre, et j'ai vu un public qui était littéralement porté par l'enthousiasme. Il y a une communion qu'on voit assez rarement. On voit au théâtre, bien sûr, des grands acteurs qui communiquent, mais vous refusez le terme d'acteur. Je vous en avais parlé une fois, et finalement, vous ne voulez jouer que les rôles qui vous conviennent, c'est-à-dire pratiquement le vôtre. Je vous avais même un jour suggéré de jouer Cher menteur de Jérôme Quilty. Apparemment, c'est peut-être le mensonge qui vous a effrayé. Voilà. Alors, nous allons marquer une brève pause technique de façon à permettre à tout ceci de se mettre en place, car la technique est parfois un peu dominante, même si on veut qu'elle ne soit pas au premier plan. Et nous nous interrompons quelques instants et nous allons ensuite reprendre le cours de notre émission pour la deuxième partie. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons donc le cours de notre émission et nous n'avons pas lâché la médecine, ni le professeur Jean-Paul Escande qui est notre invité. Et je vais en profiter pour montrer à nouveau son dernier ouvrage, l'Anti-manuel de médecine, qui est vraiment un ouvrage qu'on peut mettre entre toutes les mains, qui est vraiment passionnant et qui ouvre à la fois sur la médecine et sur les problèmes médico-sociaux des horizons assez insoupçonnés, je dois dire. L'éditeur se voit ici en tout petit, c'est les éditions Bréal, très connues d'ailleurs pour les anti-manuels. Il n'y a pas que de la médecine, il y a aussi d'autres sujets qui sont traités. Donc, pardon, Jean-Paul Escande, nous parlions de Knock, nous parlions de votre spectacle donné au théâtre Mouffetard, et maintenant, j'aimerais que vous fassiez une petite irruption dans un domaine qui est moins le vôtre, encore vous le connaissiez bien, c'est l'économie de la santé. Oui. Alors, vous avez créé deux personnages qui s'appellent Economia et Economics. Oui. Alors, il faut peut-être nous dire qui ils sont. Et finalement, le vrai débat, celui qu'on n'a pas en ce moment en France, sur le financement de la protection sociale et singulièrement de la protection maladie, vous l'avez ouvert dans les colonnes de votre ouvrage, en donnant la parole à un certain nombre de personnes, y compris ma modeste personne d'ailleurs. Et donc, vous avez effectivement, et je crois que vous avez eu raison, définit les deux types d'approches qu'il y a de ces problèmes. Oui, alors, j'ai beaucoup réfléchi. Je fais visiter les coulisses et j'ai imaginé un groupe d'investisseurs qui a envie de savoir comment est-ce qu'il peut placer ses sous. Donc, on va lui faire visiter le monde médical et tout ce qui gravite autour. Et donc, ce groupe d'investisseurs va aller voir d'abord l'institution médicale, c'est-à-dire celle où on forme les médecins, où les médecins apprennent la practice, la base de la pratique. Bien. Et ils assistent à 10 cours. Je dois dire que j'aimerais que ce soit les 10 cours
que l'on fasse à tous les étudiants en médecine pour bien leur faire comprendre quelle rupture il y a entre la médecine d'avant et la médecine d'aujourd'hui, où ça peut conduire et qu'est-ce qu'ils doivent devenir à une époque où les préoccupations environnementales vont être dominantes. Mais peut-être que du point de vue de notre avenir, la partie suivante est la plus importante. Le groupe va aller visiter le monde de la recherche, il va aller voir les usagers, pour savoir comment on peut indemniser le malheur. Mais le problème central, c'est le moment où ce groupe assiste à une réunion des industriels de la santé qui réfléchissent ensemble à les industries de santé sont-elles des industries comme les autres. Et le problème est très simple. D'abord, il n'y a pas de gangsters dans ce niveau-là. C'est un problème de choix économique. Et c'est un problème de choix économique à l'intérieur du problème de l'investissement. Est-ce que on va faire une industrie qui privilégie les cotisants, ceux qui ont mis de l'argent et qui veulent le récupérer sous forme de traitements, de soins, de dispositifs pour la vieillesse, etc., ou est-ce qu'on va favoriser les actionnaires, les fonds de pension? C'est un vrai et premier problème. Problème de base, vrai problème politique, intéressant, d'autant que très souvent, le même, c'est les deux. Donc c'est un conflit intérieur où je joue quelle carte, je demande aux industriels de jouer quelle carte, plutôt mon portefeuille d'actions ou plutôt ma carte de sécurité sociale. Voilà. Mais l'ensemble est véritablement quelque chose où les économies de la sécurité sociale n'ont pas vraiment de sens si l'on considère que l'économie de la santé va prendre de plus en plus de place. Pour la raison que j'ai dite précédemment, c'est-à-dire que la médecine, c'est pas simplement la maladie, c'est la maladie, la santé et le bien-être. À partir du moment où on fait figurer le bien-être, et les industries de santé font figurer le bien-être, la croissance de ce secteur est infinie. Alors après se pose la question, qu'est-ce qu'il faut rembourser? À quel taux il faut le rembourser? Comment il faut cotiser pour le rembourser? Et la question qui, pour moi, est décisive, c'est oui, d'accord, alors on va dépenser de plus en plus d'argent, ça, mais à quoi ça sert? Est-ce que la gabegie est autorisée sous prétexte que c'est du domaine de la santé? Et comme l'hôpital est le poste de dépense le plus important, et que le poste de dépense le plus important à l'hôpital, c'est le personnel, il faudrait peut-être regarder par priorité comment on utilise le personnel. J'ai beaucoup parlé ces temps derniers aux cadres hospitaliers. Dans plusieurs réunions, je suis allé discuter avec eux, leur faire des exposés. Je crois que j'étais bien en phase. Vous avez, c'est la société informationnelle. Quelque chose qui s'abat sur les cadres, sur le personnel infirmier, sur le personnel administratif, qui est de mettre des croix dans des cases. Ça prend un temps fou. Et si vous ne le faites pas, vous n'avez plus vos crédits, vous êtes condamné, vous avez de mauvaises notes, enfin, ça c'est la première chose. Mais d'un autre côté, les mêmes qui chargent l'administration, c'est-à-dire les gouvernements, qui chargent l'administration de surveiller, d'encadrer administrativement, sont ceux qui disent au public, vous avez tous les droits, la santé est gratuite, ou presque, vous pouvez en bénéficier totalement, et en plus, vous avez le droit d'exiger qu'on soit très gentil et très disponible pour vous. Comment peut-on demander au personnel médical d'être à la fois totalement disponible pour l'usager et totalement inféodé au désir de l'administration? On est dans une situation qui est ridicule et qui explique, par exemple, ce qui se passe aux urgences. Aux urgences, le premier des devoirs serait de trier les gens qui arrivent pour que les grosses urgences soient prises immédiatement et qu'avec une hémorragie cérébrale, on n'attende pas 3 heures. Alors que quand on a un bobo au bout du doigt qui n'est rien du tout, on soit vu dans un autre cadre. Non. Tout d'un coup, on passe par le même filtre pour tout. C'est une inorganisation totale. Mais alors, ces problèmes-là, on n'arrive pas à les poser dans un pays comme les nôtres. On dit, ah mais non, mais c'est pas ça qui est intéressant à discuter, c'est pas ça qui préoccupe les gens actuellement. Alors on joue à la grippe aviaire,
après avoir joué la vache folle, qui a tué plus de gens par suicide d'agriculteurs que par maladie de Creutzfeldt-Jakob, et finalement, on vit au rythme de l'émotion en croyant servir la raison. C'est très préoccupant, parce que on doit pouvoir rebâtir l'hôpital de demain sur des bases tout à fait différentes. Et si nous faisons à l'instant une descente dans un hôpital, on va trouver des quantités de gens qui s'empoisonnent, qui n'ont rien à faire, dont on va s'occuper 1 ou 2 heures par jour, et le reste du temps, on se ruine à entretenir du personnel qui s'ennuie, qui serait bien mieux ailleurs pour garder des malades qui ont envie d'être chez eux. Alors on va me dire, c'est scandaleux que vous disiez ça. C'est pas scandaleux. J'ai mis ça en pratique dans l'expérience que j'ai menée à Tarnier pendant 20 ans, et maintenant que j'ai arrêté, personne n'a plus qu'une envie, c'est de recouvrir ça avec la poussière du temps et qu'on n'en parle plus. Mes chers collègues de l'assistance publique n'ont eu qu'une envie, c'est de me virer pour que je ne continue pas ce truc-là. Et vous dire, là, ça ne peut plus aller. Mais une personnalité de gauche éminente me disait l'autre jour, c'est sûr que si on ne joue pas le jeu de la mondialisation, et si on continue avec l'ISF et les 35 heures, on sera bien entendu bientôt une nation qui ne compte plus dans le concert international. Mais là, c'est la même chose. La France est dans une espèce de rêverie idéologique, et vous avez les gens les plus intéressants, les plus engagés dans la vie quotidienne, qui au moment de prendre des décisions, passent par les nuages, et sont là, se prenant pour Dieu le Père, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Quand ils remettent les pieds sur terre, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas du tout Dieu le Père. Alors précisément, vous venez d'aborder un sujet qui est fondamental dans l'époque actuelle. En France, c'est le sujet de l'impuissance. Alors il ne s'agit pas de l'impuissance au sens médical du terme, mais il s'agit de l'impuissance collective, et notre société est vraiment une société de l'impuissance. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que dans les baromètres de popularité, vous trouviez, ou vous ayez trouvé au sommet, 2 personnages très différents l'un de l'autre, mais faisant l'un et l'autre dans la charité, l'abbé Pierre, récemment disparu, 54, l'abbé Pierre. Ouais, Nous sommes en 2007. Ouais. Il y a toujours des sans-domicile. L'abbé Pierre ne pouvait rien faire. Et Bernard Kouchner, qui, à part avoir transporté un sac de riz sur ses épaules, ce qui témoigne d'une certaine forme physique, n'a jamais pu, où que ce soit, obtenir quelque résultat que ce soit. Et donc, je ne le fais pas pour faire un procès à Bernard Kouchner, mais vous avez les 2 personnages emblématiques de la société française qui sont l'image même de l'impuissance. Et de la Libye. Et de la Libye. Et vous trouvez en politique exactement la même chose. C'est-à-dire que vous faisiez allusion à des personnages qui tranchent de tout et qui finalement ne tranchent de rien, car rien ne se fait. Mais c'est vrai pour tout le monde. Le président de la République est impuissant, le Premier ministre ne peut rien faire, les hommes politiques ne peuvent rien faire, personne ne peut plus rien faire en France. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Oui, à mon avis. C'est très grave. Prenons l'exemple de Bernard Kouchner, que je connais mieux que bien depuis 40 ans, depuis très très longtemps, et pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais beaucoup d'admiration pour ce qu'il sait faire. Or, on lui a demandé de faire ce qu'il ne savait pas faire. Bernard Kouchner a rien d'un ministre. Rien. C'est pas un homme de dossier. C'est un type qui a des idées courageuses au moment où il le faut et qui n'hésite pas à s'exposer en disant voilà ce qu'il faut faire, tout le reste. Il utilise un mot un peu lourd, tout ça c'est des conneries. Bon. Et arrête tes conneries, bon, très bien. Et il le dira à n'importe qui. Et c'est un type qui analyse bien les problèmes, qui voit bien où il faut aller, mais qui n'est pas très très doué pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut mettre en œuvre. C'est pas quelqu'un qui structure. Je me souviens d'un jour où je revenais de mission pour Médecins du Monde, j'étais avec Alain Deloche, qui me disait, écoute, il faut, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il faut arrêter Bernard, qui est entouré de vagabonds. Il m'a dit, il faut mettre autour de lui des gens sérieux, qui structurent, etc. Bon. Eh bien, c'est typique de notre société. C'est, vous savez, ce qu'on disait avant sur le service militaire, vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis artiste lyrique, très bien, vous balayerez la cour. On a l'impression qu'au plus haut niveau de l'État, c'est ça. C'est-à-dire que
on a soit des administratifs de très haut niveau, qui n'ont aucune notion de ce qu'est le terrain, soit des gens qui ont des notions de ce qu'est le terrain et qu'on fait travailler sur un autre terrain. Ça devient quand même quelque chose de très, 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 très préoccupant. Et je reviens sur l'expérience que j'ai menée à Tarnier. Tout le monde est d'accord que c'est un succès, qu'en coût réel, on a coûté très peu, etc. En 20 ans, pas un seul de mes collègues de Cochin n'est venu voir ce qu'on faisait. Pas un. Alors, je vais vous dire, là, il y a quand même quelque chose qui est rédhibitoire. On ne peut plus imaginer de continuer comme cela. Il faut quand même que, plutôt que de savoir si on doit taxer la fortune à partir d'une certaine chose, on met au poste de commande des gens qui savent ce qu'est la machine qu'ils doivent faire marcher. Oui, mais est-ce que la cause de tout ça n'est pas finalement ce fameux débat entre Economia et Economics? Parce Alors, que qui paye commande, et à partir du moment où les gens sont payés quoi qu'il arrive, quel est leur intérêt d'apporter des changements? Non, il est bien évident qu'il y a une démotivation formidable. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui me passionne absolument. Mon maître, René Dubos, qui a changé 3 fois le cours des événements du monde, racontez ça. Un jour, j'étais dans son bureau à New York, et je lui dis, qu'est-ce qui va rester, monsieur Dubos, de tout ce que vous avez fait? Oh, rien. Non, rien. Non. Je ne suis pas de ceux auxquels on fait des statues. Je suis de ceux qui servent à se hisser. Je dis, magnifique preuve, je le connaissais très bien, vous savez, j'étais un peu son fils spirituel. Bon. Une magnifique preuve d'humilité, mais... Et un jour, il m'a dit, quand on se promène dans la rue et qu'on voit que le monde a changé, parce qu'un jour on a eu une idée et qu'on est seul à le savoir, alors c'est très agréable. Donc c'était l'orgueil suprême à côté de l'humilité suprême. Bon. René Dubos, c'est lui qui a créé ce slogan. Et d'ailleurs, la première fois où ça a été mis dans un livre, ça a été dans un livre que j'avais écrit avec lui, que je n'avais pas relu depuis 25 ans, où il me dit, eh bien, l'autre jour, j'ai voulu résumer tout ce que nous venons de dire dans une phrase, et j'ai dit, think globally, act locally. Pensez globalement, agir localement. Vous ne pouvez pas imaginer le succès que ça a eu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, penser globalement, agir localement? Vous allez voir, on est exactement dans le droit fil de la question que j'ai posée. Ça veut dire qu'il faut penser les problèmes. Alors, globalement, en américain, globally, ça veut dire mondialement, tout autant que dans toutes les directions. C'est une expression assez ambiguë. Et agir localement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on veut agir pour un problème global, il faut tenir compte du fait que localement, chacun a sa propre manière de faire, chacun a sa propre culture, chacun a ses propres recettes de succès. Et que si on ne respecte pas ça, si on donne aux gens une façon de procéder, c'est comme ça, administrativement, c'est réglé, vous allez le faire et vous allez mettre les croix dans la cave, eh bien, on va à un échec total. Donc, dans la vision de Dubos, il y a que, il me disait, je me souviens très bien, oui, j'aimerais bien, j'ai la tentation de l'anarchie, mais je vois bien qu'il faut des règles pour tout le monde. Mais au niveau individuel, comme au niveau de la micro-société, il faut laisser les gens faire ce qu'ils savent faire. Donc vous voyez, on peut imaginer que le penser globalement sert à tirer des règles qui sont valables pour tous. C'est une forme de socialisation. Et pour le reste, le vrai libéralisme, c'est ce qui consiste à dire aux gens, faites ce que vous savez faire. Voilà. Regardez notre histoire. Un jour, je rentre, je suis corrézien, dans un petit bistrot de la Corrèze avec un de mes copains. Tout petit bistrot. Le patron avec la casquette, bon, et il dit, ces messieurs mangeront? Alors, oui. Et je dis, vous avez la carte, s'il vous plaît? Et mon ami Henri Jobert m'a dit cette chose merveilleuse, demande-lui plutôt ce qu'il sait faire. Ou ce qu'il aime faire. C'est-à-dire des bons plats. Voilà. Qu'est-ce qu'il sait faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Qu'est-ce qu'il a préparé? Parce que si je lui demande un canard au sang façon tour d'argent, il est sûr que près d'un petit bled corrézien, il ne le fera pas. En revanche, s'il me dit, oh, je vous fais une bonne flognarde là, puis... très bien. Alors précisément,
est-ce que le moyen que l'on peut adopter pour obtenir que les gens fassent localement, c'est-à-dire pour eux-mêmes ce qu'ils savent faire et ce qu'ils aiment faire, n'est pas de leur rendre une grande partie de leur pouvoir d'achat. Car finalement, c'est ça le problème. Et on revient une fois encore à Economia et Economics. Pour être plus précis, Economia, c'est la version qu'on pourrait dire collectiviste, ou en tout cas collective, et Economics, c'est plutôt la version individuelle, individualiste. Alors, il y a une bonne façon de marier les deux, c'est ce que vous venez d'indiquer. Exactement. C'est bon. La globalisation qu'on ne peut pas Bien éviter. entendu, je comprends que l'État prenne beaucoup d'impôts par la sécurité sociale ou par l'impôt direct ou par la TVA. Je comprends bien qu'ils prennent plein d'argent pour ensuite le répartir. Bien. Et il faut construire des hôpitaux, il faut construire des ponts, il faut construire des autoroutes, il faut construire des jardins. Mais enfin, si on va vers la soviétisation, qui est qu'au bout du compte, les gens n'aient plus d'argent à leur disposition pour pouvoir en profiter et pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, on échoue totalement. Donc, c'est bien ça la leçon pour moi, ce que devrait être le néolibéralisme, c'est-à-dire réclamer de l'argent, réclamer de payer moins d'impôts pour avoir une vraie partie de consommation. Parce que, il est vrai qu'à l'heure actuelle, on arrive à des situations qui sont du faux libéralisme complet, si vous voulez. C'est-à-dire que les prix toujours plus bas, ça permet de se payer de la qualité toujours plus basse, et finalement, les perspectives de choix sont extrêmement limitées. Donc il me semble que nous faisons fausse route totalement. Les gens, qu'est-ce qu'ils demandent à l'heure actuelle? D'avoir plus de pouvoir d'achat, d'avoir plus d'argent, de pouvoir disposer. Et peut-être serait-il content d'apprendre que justement dans les hôpitaux, eh bien, en améliorant la gestion, en regardant de plus près où il y a de l'argent perdu, on va pouvoir leur rendre de l'argent qui leur permettant, laissons-le dans le circuit médical, qui vont leur permettre de s'acheter des appareils pour leur santé, des médicaments de confort, qui vont leur permettre d'aller voir des gens en plus. Bon, et on peut généraliser ça à tout. Je crois qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, comme disait l'autre, je ne sais plus dans quel film c'était, on disait, alors le voyage de noces s'est bien passé, et il y avait l'héroïne qui disait, oh, vous savez, la rigolade sur commande, c'est jamais très drôle. Bon, eh bien, je crois que là, c'est la même chose. On est en train de dire aux gens, vous allez énormément rire, je vais vous raconter une histoire. Mais les gens, ils aiment choisir leur comique, vous comprenez? Alors, précisément, nous sommes en France à un tournant extrêmement important que l'on n'arrive pas à prendre. Cette campagne électorale présidentielle en est une illustration extraordinaire. Ce qu'il faut en France, comme d'ailleurs dans le reste du monde, dans les pays développés, c'est marier ce qui est un phénomène irréversible, c'est-à-dire une forme de mondialisation, avec une forme de socialisation. Or, nous avons en France maintenu la socialisation de type communiste, il faut bien le dire, alors qu'un pays comme l'Allemagne, par exemple, s'efforce, sans y parvenir totalement, mais qui commence à obtenir des résultats, en redonnant, je dirais, un petit peu de nerf à l'économie. Bon, certes, il a comprimé les salaires, etc., mais je crois que le vrai problème français actuellement, et on est au bord, me semble-t-il, d'une explosion à cause de ça, c'est l'incapacité que nous avons de faire un choix, vous le disiez tout à l'heure en commençant cette émission, entre l'adaptation qui est indispensable et les règles que nous voulons maintenir contre toute logique. On a changé de monde et nous n'avons pas changé de moyens d'aborder le monde. Alors, ça ne peut plus aller. Non, la France est en train de devenir un pauvre vieux pays. Alors, je regarde quand même les générations des 20 ans qui vivent dans un monde complètement différent. Je crois qu'on ne se rend pas bien compte de la coupure qu'il y a, mais ne serait-ce qu'au point de vue de la mythologie de la jeunesse. C'est Star Wars, c'est tout à fait autre chose, avec des valeurs. Alors on dit, je ne comprends rien à leur truc, mais eux, ils comprennent très très bien. Le monde informationnel, ils le comprennent. Et actuellement, cette coupure entre un vieux monde politique qui ne comprend pas les enjeux du monde moderne et le monde moderne qui continue à galoper, quand j'entends qu'il y a une solution française aux problèmes mondiaux, comme disait l'autre, je ris, mais ça devient
quelque chose de très pénible, parce que ces gens qui sont dans l'erreur idéologique, enfoncés jusqu'au cou, le monde change. Dans le livre de Jacques Le Goff sur les intellectuels au Moyen-Âge, on voit au XIIIe siècle, alors que le pouvoir passe en gros du monastère à la cathédrale, et de la campagne à la ville, en gros, on voit un brave moine, je crois que c'est Étienne de Tournai, qui sort de son monastère et qui dit « c'est épouvantable, on discute en Sorbonne, vous comprenez, la Sainte Trinité est mise en pièces au carrefour, autant de docteurs, autant de menteurs, vous comprenez ?» Et il ne voit pas que, effectivement, l'urbanisation s'installe et qu'on est en train de changer. Eh bien, nous vivons une révolution qui est aussi importante, il faut la regarder. Et il est vrai que cette campagne électorale, où on n'aborde aucun des problèmes essentiels, sinon, quant à la dette, je m'en occupe. Ah ben, très bien. Donc nous sommes rassurés, tout va bien. Non, effectivement, je pense que le monde politique français est bâti sur cette volonté d'occultation. Et c'est probablement une tendance assez lourde et assez longue, et on la retrouve un petit peu, pour revenir au domaine médical, dans la stature du médecin qui sait et qui ne partage pas son savoir. C'est le contraire de votre démarche. Mais est-ce que ça n'est pas ça, au fond, le véritable débat français actuellement, entre ceux, et les politiques en particulier, qui disent « je m'occupe de tout », et rassurez-vous, je n'y connais rien, mais je ferai ce qu'il faut. Et puis le public qui se dit, après tout, comme je n'y peux rien, eh bien, je m'occupe à autre chose. C'est ça. Oui, si, c'est ça le problème. En France, à l'heure actuelle, il n'y a pas de démocratisation du savoir. Alors, Internet est une démocratisation du savoir, mais si on n'a pas les outils pour interpréter l'information qu'on reçoit sur Internet, eh bien, on restera gros gens comme devant. C'est-à-dire qu'on sera plein d'informations, mais on ne saura pas. C'est comme si quelqu'un d'affamé voyait arriver des monceaux de victuailles fantastiques, mais derrière une vitre blindée. Vous voyez, ce qui permet de passer à travers la vitre blindée, c'est la façon d'utiliser ce que on a en face de soi comme information. Ça me paraît décisif. Alors je le vois bien aux Deux Ânes. Je le vois bien parce que c'est en train de prendre tournure. Je suis dans une phase d'approche, comme on dit. Mais c'est très très intéressant, parce qu'on se met à l'aise, parce que je dis aux gens, je sais pas. Là, vous me posez une question, je sais pas. Mais attendez, je crois, personne ne sait. Voilà. Et il y a des gens dans l'assistance qui interviennent et qui disent, ah non, non, moi je pense à A. Je dis, voilà, ça c'est intéressant. Donc si vous voulez, le partage du savoir devient la chose la plus attendue par tous. Et il faut donc multiplier ce que j'ai mis au point dans l'esprit d'un théâtre de chansonnier, je suis prêt à le faire n'importe où ailleurs, vous voyez, n'importe où ailleurs. Mais je crois vraiment que c'est l'avenir. On pourrait appeler ça le syndrome des Deux Ânes, j'en serais extrêmement fier. Eh bien, c'est un syndrome très encourageant, parce que finalement, un âne ou quelqu'un qui est censé l'être et qui devient intelligent, c'est un magnifique progrès. Alors, il y a une question que je ne vous ai jamais posée, tout d'un coup elle me vient, et au fond, au professeur de médecine, on peut la poser. Est-ce que vous avez gardé, je dirais, est-ce que vous êtes satisfait de vos élèves? Parce que finalement, vous avez eu des générations de médecins en 1 minute et demie. Je vais dire que j'ai eu vraiment autour de moi, vous savez, dans ce petit ensemble qui était Tarnier, et qui est une merveille, 75 mètres de façade sur le jardin de l'Observatoire, je disais, je ne suis pas le chef de service de dermatovénérologie, je suis le père abbé du monastère Tarnier. J'ai vécu avec des collaborateurs formidables. Ces collaborateurs formidables, vraiment ils sont formidables, mais ils sont pris dans un système dont ils ne peuvent malheureusement pas sortir et ils ne peuvent pas extérioriser leur qualité, pourvu que ça change. Bien, eh bien écoutez, merci de cette heure que nous avons passée ensemble. Je vais reprendre à nouveau en main votre ouvrage, L'Anti-Manuel de médecine, dont je recommande vivement la lecture à tous ceux qui s'intéressent aux vrais problèmes, qu'ils soient d'ordre médical ou d'ordre social, ou les deux, et philosophique également, car il y a une grande réflexion. L'éditeur, c'est ici, c'est Bréal, voilà, on peut le voir facilement. Il me reste, madame, mademoiselle, monsieur, après avoir remercié le professeur Jean-Paul Escande d'avoir participé à cette émission, à souhaiter que vous nous rejoigniez bientôt pour notre prochaine émission.
et j'espère que le succès que nous avons commencé d'obtenir se poursuivra. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous avoir écoutés. Soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt et vive la France.